Salut, c'est Suskaf, d'ouvre ton Vroly. On continue la lecture de Dostoïevski, Souvenir de la maison des morts. Chapitre 5, le premier mois. 3 jours après mon arrivée, je reçus l'ordre d'aller au travail. Cette journée demeure gravée dans mon souvenir. Encore qu'elle n'ait rien présenté de bien particulier, du moins si l'on considère ce que ma situation avait en elle-même d'extraordinaire. Mais c'était de nouvelles impressions, et je considérais encore les choses avec avidité. Je venais de passer 3 journées en proie aux émotions les plus pénibles. Me voici au bout du voyage. Je suis au bagne, me répétais-je à chaque minute. Me voici au port pour de très longues années. Voici mon coin. J'y arrive le cœur navré, plein d'appréhension et de défiance. Et qui sait si dans beaucoup d'années, au moment de le quitter, je ne le regretterai pas, ajoutai-je, animé par ce besoin perfide qui pousse quelquefois à fouiller une plaie jusqu'au fond pour en savourer la douleur aiguë, pour en jouir dans toute son immensité. La pensée qu'un jour je regretterais ce lieu me remplissait. La pensée qu'un jour je regretterais ce lieu me remplissait d'une horreur angoissée. Dès lors, je pressentais à quel point l'homme est fait d'habitude. Mais cela représentait encore l'avenir, tandis que dans le présent, tout ce qui m'entourait me semblait hostile, abominable. Du moins, s'il ne l'était pas complètement. Je le voyais ainsi. Cette sauvage curiosité avec laquelle me considéraient les forçats, mes nouveaux camarades, leur dureté envers l'ex-gentilhomme devenu leur père, cette dureté qui frisait la haine, me tourmentait si fort que je brûlais d'aller encore au plus vite, afin de pénétrer d'un coup jusqu'au fond de mon malheur, de me mettre à vivre comme eux, de tirer le collier avec eux dans la même ornière. Je ne puis dire Je ne puis dire combien de faits m'échappèrent alors et combien je me doutais peu de ce qui existait juste sous mon nez. À côté de l'hostilité trop visible, je ne percevais rien de consolant. Et pourtant, ce fut à ce moment-là que je rencontrai quelques êtres aimables, dont l'accueil me redonnait du courage. Le plus aimable, le plus accueillant fut Hakim Hakimich. Dans la foule des visages mornes et pleins d'aversion des autres forçats, je fus obligé de remarquer quelques bonnes figures. Il y a partout de méchantes gens, mais toutes les brebis ne sont pas galeuses, me disais-je vite pour me consoler. Qui sait, ces individus ne sont peut-être pas tellement plus mauvais que d'autres, parmi ceux qui vivent de l'autre côté des murs, hors de la forteresse. Tout en pensant cela, je hochais la tête, et cependant, mon Dieu, je ne me doutais guère que cette idée était l'exactitude même. En voici un exemple. Le forçat Souchilov, que j'ai mis plusieurs années à connaître véritablement,
bien qu'il fût sans cesse près de moi. Juste au moment où je disais que certains ne sont pas plus mauvais que d'autres, son image s'est levée dans mon souvenir. Il me servait de brosseur, ainsi qu'Ossip, un autre détenu que dès le début Hakim Hakimich m'avait recommandé, affirmant que pour 30 kopecks par mois, celui-ci me préparerait mes repas si l'ordinaire m'inspirait trop de dégoût et si je pouvais manger à mon compte. Ossip était l'un des 4 cuisiniers nommés par les forçats pour tenir nos 2 cuisines. Ceux-ci d'ailleurs pouvaient accepter ou refuser cet office, et même en cas d'acceptation, quitter leur place dès le lendemain, si bon leur semblait. Les cuisiniers se trouvaient dispensés de la corvée. Toute leur fonction consistait à cuire le pain et à préparer la soupe. On ne les appelait pas cuisiniers, mais cuistancières au féminin. Non par mépris, puisqu'on choisissait pour la cuisine des hommes, aussi honnêtes et intelligents que possible, mais par une familiarité dont ils ne s'offensaient nullement. Durant plusieurs années, Ossip resta presque sans arrêt cuistancière. Il n'abandonnait cette place que si l'ennui le tourmentait ou si l'envie lui prenait d'introduire de l'eau de vie. Ce contrebandier était d'une honnêteté et d'une bonté rares. J'ai déjà dit un mot de ce solide gaillard auquel les verges inspiraient tant de crainte. Tranquille, aimable, patient, ne se querellant jamais, il ne pouvait, malgré ses appréhensions, se défendre d'introduire de l'eau de vie quand la passion de la contrebande le tenait. Il faisait donc ce trafic, tout comme ses collègues, mais dans des proportions plus modestes que Gazine, dont il ne possédait ni l'audace ni l'amour du risque. J'ai toujours été en bon terme avec cet Ossip. Les repas à part ne revenaient pas bien cher. Je ne crois pas me tromper en affirmant que je dépensais 1 rouble par mois pour ma nourriture, sans compter le pain, bien entendu, que fournissait l'administration, et quelquefois la soupe, que je mangeais quand j'étais très affamé, la répugnance qu'elle m'inspirait ayant fini par disparaître. D'ordinaire, je me faisais acheter un morceau de viande d'une livre qui en hiver valait 2 kopecks. Un des invalides, présupposé à la surveillance des chambrés, se chargeait de cet achat. Tous les invalides s'étaient offerts de plein gré à aller chaque jour aux emplettes. Ils ne touchaient pour cela aucune rétribution, sauf quelques bagatelles par-ci par-là. Ils agissaient ainsi en vue de leur propre tranquillité, car autrement ils n'auraient pas pu y tenir. Ils apportaient du tabac, des tablettes de thé. Ils apportaient du tabac, des tablettes de thé, de la viande, des croissants, d'autres denrées encore, sauf l'alcool, qu'on ne leur demandait pas d'introduire, bien que parfois ils acceptassent d'en boire un peu. Plusieurs années de suite, Ossip me prépara le même morceau de viande. Peu importe la façon dont il s'en tirait. Chose remarquable, pendant tout ce temps-là,
Je ne pus lui arracher 2 paroles. J'essayais parfois de causer avec lui, mais il semblait incapable de soutenir aucune conversation. Il souriait, répondait par un oui ou par un non, et c'était tout. Cet Hercule, avec l'esprit d'un enfant de 7 ans, produisait une impression bizarre. Souchilov était donc mon second brosseur. Je ne l'avais ni cherché ni choisi. C'est de lui-même qu'il s'attacha à moi. Je ne me rappelle plus ni quand ni comment. Il se mit à laver mon linge. Il y avait derrière les baraques une large fosse sur laquelle les détenus faisaient la lessive dans des auges disposées à cet effet. En outre, Souchilov s'arrangeait pour me rendre 1000 petits services. Il préparait ma théière, courait faire mes commissions, trouvait ce dont j'avais besoin, portait ma veste à raccommoder, graissait mes bottes 4 fois par mois. Et tout cela, il l'accomplissait avec zèle, avec empressement, comme s'il s'agissait Dieu sait de quelles obligations. Bref, il avait totalement lié son sort au mien et pris à son compte ce qui me concernait. Il ne disait jamais, par exemple, vous avez tant de chemises, votre veste est déchirée, mais nous avons maintenant tant de chemises, notre veste est déchirée. J'étais donc sous sa surveillance. Sans doute en faisait-il le but de son existence. Comme il n'exerçait aucun métier, il ne pouvait espérer quelques sous que de moi seul. Je le payais autant que je pouvais, c'est-à-dire par liard, une misère, et pourtant il s'en montra toujours satisfait. Il ne pouvait vivre sans servir quelqu'un, et il m'avait choisi, je crois, parce que j'étais plus indulgent que les autres et plus équitable pour évaluer son dû. Il était un de ces forçats qui n'arrivaient jamais à sortir de la débine, de ceux qui, pour une pièce de 5 kopecks, se faisaient gardien de Maïdan, qui pouvaient rester immobiles des heures durant dans l'antichambre glacée à épier les bruits de la cour et l'arrivée du major, et qui, en cas de distraction, perdaient tout et répondaient avec leur dos. J'ai déjà parlé de ces gens-là. Leur caractéristique, c'est de s'humilier, de n'avoir jamais aucune personnalité, de jouer toujours et partout un rôle de second ou plutôt de troisième plan. La nature les a créés ainsi. Souchilov était un pauvre, complètement irresponsable, humble comme un chien battu, bien que personne ne cherchait à lui donner des coups. Il devait avoir cet air-là depuis sa naissance. J'ai toujours eu pitié de lui. Je ne pouvais pas le regarder sans éprouver cette impression inexplicable, même pour moi. Je ne pouvais pas non plus converser avec lui. Il ne savait pas s'exprimer. C'était pour lui un pénible travail d'écouter et de répondre. Mais il s'animait dès que pour en finir on lui demandait de courir quelque part ou de faire quelque chose. Je finis par me convaincre que seules les commissions à remplir lui donnaient de l'agrément. Il n'était ni grand ni petit, ni bien mal de sa personne, ni stupide, ni ouvert d'esprit, ni jeune ni vieux, blondasse, légèrement grêlé. On n'aurait jamais rien pu exprimer de défini à son égard, excepté, autant que je puis en juger, qu'il appartenait à la même espèce d'individu que Sirotkin, et cela seulement par son air rahuri et son irresponsabilité.
Quelquefois les forçats le raillaient. Durant la marche, en venant de Sibérie, il s'était troqué pour une blouse rouge et une pièce d'un rouble. Ce qui excitait le rire, c'était le prix infime de la vente. Troquer, c'est prendre le nom d'un autre détenu et par conséquent son sort. Aussi monstrueux que paraisse le fait, il n'en est pas moins réel. De mon temps, cette coutume existait encore dans toute sa force et consacrée dans ses formes par la tradition, parmi les colonnes de déportés. Je me refusais d'abord à y croire, mais je dus me rendre à l'évidence. Voilà de quelle façon les choses se passent. Et voici de quelle façon les choses se passent. Un convoi se met en route. Il y a là un peu de tout. Des bagnards, des condamnés aux mines, de simples déportés. Quelque part, du côté de Perm par exemple, un forçat cherche à troquer avec un autre. Mettons que ce soit un Mirailov quelconque, condamné pour assassinat ou quelque autre crime capital à un grand nombre d'années de bagne, ce qui n'est pas pour lui plaire. Supposons-le rusé, déluré. Aussitôt, il cherche dans le convoi un individu simplet, minable, sans défense, dont la condamnation soit bénigne, les mines pour quelques années, la déportation dans un village, même le bagne à court terme. Enfin, il découvre un Souchilov, domestique, serf, n'est condamné qu'à la déportation. Il a déjà 1500 verses dans les jambes, et bien entendu, pas un copec en poche, car les Souchilov n'ont jamais le sou. Il marche abruti et exténué, mal nourri par l'ordinaire, sans l'ombre d'une douceur à mâchonner, n'ayant sur lui que ses nippes d'uniforme, prêt à servir n'importe qui pour quelques liards. Mirailov se faufile à côté de lui, se met à lui parler, gagne son amitié, et enfin, à l'étape, lui paye la goutte. Le moment est venu de lui proposer le troc. Je m'appelle Mirailov, je vais au bagne. Mais c'est pas le bagne, c'est la section spéciale. C'est pas les travaux forcés, c'est à part, c'est mieux. À propos de la section spéciale, aujourd'hui supprimée, je dois dire que beaucoup de personnages officiels, même à Saint-Pétersbourg, ignoraient en quoi elle consistait au juste. Elle se trouvait quelque part dans un coin retiré de la Sibérie, et elle ne comprenait que peu de monde. De mon temps, 70 détenus environ. Aussi suivait-on difficilement sa trace. Depuis ma libération, j'ai rencontré des gens qui connaissaient fort bien la Sibérie pour y avoir servi, et auxquels j'ai appris l'existence de cette section spéciale. Le code contient juste 6 lignes à son sujet. En attendant l'organisation en Sibérie de travaux forcés spéciaux, il est adjoint dans telle maison de réclusion une section spéciale à l'intention des criminels les plus dangereux. Même les détenus de cette section ne savaient pas si elle était perpétuelle ou temporaire. Il disait, il n'y a pas de terme indiqué, c'est seulement en attendant des travaux forcés spéciaux. Cela veut donc dire
pour quelque temps. Ni Souchilov, ni personne de son convoi ne savait rien de ces sections, sauf peut-être Mirailov, lequel y était envoyé et dont le crime abominable lui avait déjà valu 3 ou 4 000 coups de verge. Il flairait que la place ne devait pas être fameuse. Souchilov, au contraire, n'allait que dans un village, rien de mieux. Tu ne veux pas changer avec moi? Souchilov, cœur simple, légèrement éméché et plein de reconnaissance envers Mirailov qui l'a régalé, n'ose pas refuser. D'ailleurs, il a déjà entendu raconter que cela se fait, qu'il n'y a là rien d'extraordinaire. Et il accepte. Et il accepte. Profitant de la simplicité de son camarade, l'effronté Mirailov lui achète sa place pour une blouse rouge et une pièce d'1 rouble qu'il a soin de lui remettre devant témoin. Le lendemain, mon Souchilov est dégrisé, mais on l'enivre de nouveau. D'ailleurs, refuser devient difficile. Le rouble est déjà bu et la blouse rouge ne tarde pas à l'être. Ah, tu ne veux pas? Alors rends l'argent. Où Souchilov emprunterait-il? S'il ne veut pas rendre le rouble, l'artel l'y obligera, car on est sévère là-dessus. D'ailleurs, toute parole donnée doit se tenir. C'est de règle aussi, et l'artel y veille. On ne laissera pas un délinquant en repos, on lui rendra la vie intenable, on le tourmentera, on le tuera peut-être tout simplement. En effet, si une fois l'artel faisait preuve d'indulgence, ces trocs ne pourraient plus exister. S'il était possible de renier une promesse et de casser un marché, après avoir touché l'argent, qui donc s'exécuterait? Bref, la colonne entière prend l'affaire à son compte et pour cette raison se montre impitoyable. Enfin, Souchilov s'aperçoit qu'il ne peut plus revenir en arrière, que ses supplications sont vaines. Il se décide à consentir sans restriction. On annonce l'affaire à tout le convoi, et si besoin est, on régale ceux qui risqueraient d'avoir la langue trop longue. Qu'importe d'ailleurs à tous ces misérables, que le bagnard soit Mirailov ou Souchilov, peuvent bien aller au diable s'ils veulent. Une fois régalés, on n'a plus qu'à se taire. À l'étape suivante, quand vient l'heure de l'appel et qu'on arrive à Mirailov, Souchilov répond présent. On arrive à Souchilov et Mirailov répond présent. On se remet en route et le tour est joué. À Tobolsk, les déportés sont triés. Mirailov part pour le village à coloniser, tandis que Souchilov prend sous bonne escorte le chemin de la section spéciale. Aucune protestation n'est plus possible. D'ailleurs, quelle preuve donner? Combien d'années traînerait l'affaire? Quel nouveau châtiment encourrait le malheureux? Où prendrait-il ses témoins? S'il les retrouvait, il se récuserait. À la fin du compte, voilà, pour une blouse rouge et une pièce d'1 rouble, mon Souchilov installé dans la section spéciale. Les détenus se moquaient de lui, non pas parce qu'il avait troqué sa place, mais parce qu'on méprisait d'une façon générale tous les gens assignés pour se laisser mettre dedans. On se moquait de lui parce qu'il n'avait reçu pour son marché qu'une blouse rouge et une pièce d'1 rouble,
indemnité par trop dérisoire. D'ordinaire, le troc s'opère contre des sommes relativement élevées, quelques dizaines de roubles parfois. Mais ce pauvre Souchilov, si nul, si effacé, si insignifiant, on ne pouvait faire autrement que de le tourner en ridicule. Nous vécûmes longtemps ensemble, Souchilov et moi. Petit à petit, il s'attacha à ma personne et je pris l'habitude de l'avoir auprès de moi. Un jour, jamais je ne me le pardonnerai. Bien qu'ayant touché de moi quelque argent, il ne fit pas ce que je lui avais demandé. Et j'eus la cruauté de lui dire, Souchilov, vous n'êtes donc qu'à empocher vos sous. Il ne répondit pas et s'empressa de faire ce que je voulais, mais il devint subitement triste. 2 jours passèrent. Je ne pouvais supposer qu'il eût pris mes paroles tellement à cœur. Je savais qu'un détenu, Anton Vassiliev, le harcelait continuellement pour le paiement d'une dette infime. Sûrement, me dis-je, il a besoin d'argent et n'ose plus m'en demander. Au bout de 3 jours, je lui dis, Souchilov, vous avez envie de m'emprunter quelques sous pour Anton Vassiliev, n'est-ce pas? En voici, tenez. J'étais assis sur le bas-flanc. Souchilov se tenait debout devant moi. Il sembla très ému de ma proposition et surpris que je me fusse souvenu de sa position embarrassée, d'autant plus que durant les derniers temps, il m'avait à son idée emprunté déjà beaucoup, qu'il n'osait plus espérer recevoir un sou de plus. Il considéra l'argent, me regarda et soudain, faisant demi-tour, il sortit. Tout cela me surprit beaucoup. J'allai à sa recherche et le trouvai derrière les casernes. Il se tenait près de la palissade, le dos tourné, la tête et les bras appuyés contre les pieux. Souchilov, qu'est-ce qu'il y a lui demandai-je. Il ne me regarda pas et, à mon extrême surprise, je le devinai prêt à pleurer. Alexandre Petrovitch, vous pensez, commença-t-il d'une voix chevrotante, en essayant d'éviter mon regard, vous pensez que je vous... pour de l'argent et moi je... Ah. Sur ce, il se retourna contre la palissade si brusquement qu'il se heurta le front et se prit à sangloter. C'était la première fois que je voyais pleurer un forçat. J'eus beaucoup de peine à le consoler. Depuis lors, il fut, si possible, encore plus zélé à me servir, à me surveiller, mais à des indices presque imperceptibles, je sentis que son cœur ne pouvait me pardonner mon reproche. Cependant, les autres l'accablaient de brocard, le taquinaient à tout propos, l'injuriaient quelquefois durement, et lui vivait en bonne amitié avec eux, sans s'offenser jamais. Comme il est difficile de connaître un homme, même après de longues années de vie commune. Voilà pourquoi le bagne ne m'a paru pas d'emblée. Voilà pourquoi le bagne ne m'a paru pas d'emblée sous son véritable jour. Voilà pourquoi je l'ai dit, tout en considérant les choses avec une attention si avide et si instante. Voilà pourquoi je l'ai dit, tout en considérant les choses avec une attention si avide et si instante, je ne distinguais pas nombre de faits qui se passaient droit sous mon nez. Ce furent bien entendu les plus saillants qui me frappèrent, mais comme je les considérais sous un faux angle,
eux aussi ne pouvaient me laisser dans l'âme qu'une sensation de lourdeur, de tristesse, de désespoir. Ce qui contribua beaucoup à cet état d'esprit, ce fut ma rencontre avec A, trois petits points V, un détenu arrivé peu de temps avant moi et qui me fit une impression particulièrement atroce dès mon arrivée au bagne. J'avais pourtant été prévenu que je l'y trouverais. Il m'empoisonna ces premiers jours déjà si pénibles et aggrava si bien mes souffrances morales que je ne saurais me taire sur son compte. C'était l'exemple le plus repoussant de la bassesse, de l'avilissement où peut glisser un homme. Il montrait jusqu'à quel point on peut tuer en soi, sans lutte et sans remords, tout sentiment d'honneur. Cet A.V. était le jeune noble auquel j'ai déjà fait allusion et qui, par amitié pour Fetka, l'ordonnance du Marjor, servait à celui-ci de mouchard. Je résume son histoire en quelques mots. Avant d'avoir achevé ses études, il se fâcha avec ses parents que ses débauches effrayaient et quitta Moscou pour Saint-Pétersbourg. Là, afin de se procurer de l'argent, il ne recula pas devant une basse dénonciation, c'est-à-dire que possédé par la soif effrénée, insatiable de jouissances grossières, il se procura de l'argent en vendant la vie de 10 hommes. La capitale, ses cafés, ses tripots, ses maisons louches l'avaient si bien séduit qu'en dépit de son intelligence, il se risqua à cette démarche insensée. Il fut rapidement convaincu de mensonge. Comme sa dénonciation compromettait des gens innocents et en dupait d'autres, elle lui valut 10 années de bagne. Il était fort jeune encore, et la vie ne faisait que commencer pour lui. On aurait pu croire qu'un aussi effroyable coup du sort devait le toucher, éveiller dans sa nature une résistance quelconque, provoquer en lui une crise. Mais il accepta son nouvel état sans la moindre confusion, ni la moindre répugnance. Il n'en fut pas révolté moralement, il ne se montra sensible qu'à l'effroi du travail, à l'obligation de dire adieu à ses habitudes de débauche. Il ne voyait dans son titre de forçat que la possibilité d'étendre. Il ne voyait dans son titre de forçat que la possibilité d'étendre le champ de ses vilainies et de ses bassesses. S'il faut être forçat, soyons-le jusqu'au bout. Et quand on est, et quand on l'est. Et quand on l'est, on a le droit de ramper sans vergogne. C'était à la lettre son idée. J'évoque comme un phénomène ce répugnant personnage. J'ai vécu plusieurs années parmi des assassins, des débauchés, des scélérats avérés, mais j'affirme n'avoir jamais vu chute morale plus complète, corruption plus décidée, bassesse plus cynique. Nous avions parmi nous un parricide d'origine noble. J'ai déjà parlé de lui. Mais j'ai pu me convaincre, par beaucoup de traits et de faits, que même cet individu était incomparablement plus élevé et plus humain que A.V. Pendant tout le cours de ma réclusion, celui-ci est resté une sorte de paquet de chair pourvu de dents et de ventre, avide des plaisirs les plus bestiaux. Il était capable de tout dès qu'il ne courait aucun risque. Je n'exagère nullement. J'ai étudié à fond
et reconnut en lui un spécimen complet de l'animalité que ne retient aucune norme, aucune loi. Et quelle répulsion me causait le sourire éternellement moqueur de ce monstre, de ce Quasimodo moral. Par ailleurs, outre sa ruse et son intelligence, cet animal possédait une certaine beauté, un peu d'instruction, des capacités. Non, plutôt l'incendie, plutôt la peste et la famine que la présence d'un tel individu dans la société. J'ai déjà dit qu'au bagne, tout s'avilisse, à tel point que l'espionnage et la dénonciation fleurissent sans que personne s'en formalise. Au contraire, les détenus se montraient beaucoup plus aimables avec A qu'avec nous. Les bontés qu'avait pour lui notre ivrogne de major, les bontés qu'avait pour lui notre ivrogne de major, lui donnaient à leurs yeux de la valeur et de l'importance. Entre autres, il avait affirmé au major qu'il pouvait faire des portraits. Aux détenus, il se disait lieutenant de la garde. Le major l'exempta de corvée et le fit escorter chez lui afin de mettre à profit ses talents. Une fois dans la place, A s'aboucha avec Fetka l'ordonnance qui avait une influence excessive sur son chef et par conséquent sur tout le bagne. Il faisait des rapports sur nous à la demande même du major qui, à ses heures d'ivresse, le giflait, l'injuriait, le traitait d'espion de mouchard. Souvent, après lui avoir donné une raclée, le major s'installait sur une chaise et commandait à A de continuer son portrait. Notre major avait beau le tenir pour un peintre remarquable, un quasi-Brûlov, car il avait entendu parler de ce maître. Il se croyait pourtant en droit de le frapper en pleine figure. Cela parce que tout peintre que tu sois, te voilà au bagne, et quand tu serais le vrai Brûlov, je n'en suis pas moins ton chef, et je fais de toi ce que je veux. Il l'employait même à lui retirer ses bottes et à porter son veste de nuit. Cependant, il fut longtemps à se convaincre que le misérable ne possédait aucun talent. Le portrait traîna presque une année. Le major finit par deviner qu'on le bernait et comprit que loin de s'achever, le portrait devenait à chaque séance de moins en moins ressemblant. Il se fâcha, roua de coups le peintre et le renvoya aux gros travaux. Ah, avait lieu de se plaindre. Il regrettait ses journées de paresse, les petits cadeaux, les douceurs prélevées sur la table du major, son fait de cachérie et la bonne vie qu'ils menaient tous les deux dans la cuisine. Après la disgrâce, après la disgrâce de A, le major cessa de persécuter le détenu M, contre qui le Grondin, après la disgrâce d'A, le major cessa de persécuter le détenu M, contre qui le Gredin le montait sans cesse pour la raison que voici. Au moment où A arriva au bagne, M était seul et en proie au désespoir. Il n'avait rien de commun avec les simples galériens, il les regardait avec horreur, avec dégoût. Il n'apercevait ni ne remarquait en eux ce qui aurait pu lui causer un apaisement. Il les haïssait au lieu de se rapprocher d'eux, il le payait de la même monnaie. La situation de ces hommes-là est épouvantable. M ignorait la cause qui amenait A, tandis que A, flairant à qui il avait affaire,
lui assura d'emblée qu'il avait été condamné non pas pour fausse dénonciation, mais pour le même délit qui avait amené M en ce lieu. Celui-ci s'épanouit à l'idée de trouver enfin un camarade, un frère. Durant les premiers jours, supposant qu'il devait souffrir beaucoup, il s'occupa de lui, le consola, lui donna son dernier argent, le fit manger à part, partagea avec lui ses objets les plus indispensables. Méa, Méa, Méa le prit aussitôt en aversion, tout simplement pour sa générosité, son horreur de toute bassesse, son manque de ressemblance avec lui, et tout ce que, dans ses premières confidences, M lui avait révélé sur le bagne et le major, tout cela au premier moment favorable, se hâta de le rapporter au dit major. Celui-ci prit affreusement en grippe M, et sans l'autorité du gouverneur, il l'aurait sûrement poussé à bout. Non seulement A ne montra aucune confusion quand plus tard M découvrit sa vilainie, mais il s'arrangeait même pour le rencontrer afin de le toiser, avec son ironique sourire. Ce manège lui causait une joie visible. Plusieurs fois M me le fit remarquer. Ce lâche gredin s'enfuit plus tard avec un autre détenu et un surveillant. Je parlerai plus loin de cette aventure. Aussi autour de moi, pensant que j'ignorais son histoire, pardon, lorsque j'arrivai dans la maison de force, il tourna aussi autour de moi, pensant que j'ignorais son histoire. Et je le répète, il empoisonna les débuts de mon séjour au bagne et accrut mon désespoir. Je m'épouvantais de l'ignominie dans laquelle je me trouvais plongé. Je trouvais qu'il n'y avait là que bassesse, qu'abjection. Mais je me trompais. J'avais jugé tous les forçats d'après A. Durant les 3 premiers jours, je ne fis que me traîner dans la forteresse. Durant les 3 premiers jours, je ne fis, que me traîner dans la forteresse, ou rester étendu sur le bas-flanc. Je confiai au détenu que m'indiqua Hakim Hakimich le coupon de toile destiné à me faire des chemises. Il m'en coûta quelques liards par chemise. Puis, toujours guidé par Hakim Hakimich, je me procurai un matelas pliant de feutre piqué, enveloppé de toile, mince comme une galette, ainsi qu'un oreiller bourré de laine et très dur pour qui n'en a pas l'habitude. Hakim Hakimich donna beaucoup de mal pour me procurer toutes ces choses, et me cousit de ses propres mains une couverture dans des morceaux de vieux drap d'uniforme, tirés de vestes et de pantalons usés jusqu'à la corde, que j'achetai à plusieurs détenus. Quand ils ont fait leur temps, les effets d'uniforme deviennent la propriété des forçats, qui aussitôt les revendent dans le bagne eux-mêmes. Tout usé qu'une nippe paraisse, elle ne laisse pas, en changeant de main, de rapporter quelque chose. Tout cela d'abord m'étonna beaucoup. C'était mon premier vrai contact avec le peuple. J'étais devenu moi-même tout à coup aussi peuple, aussi bagnard que tous. Leurs habitudes, leur façon de voir, leurs opinions, leurs coutumes devenaient pour ainsi dire miennes. Pour la forme au moins, et de par la loi, même si je ne les partageais pas en réalité. On m'avait averti et je savais à quoi m'en tenir. Mais je n'aurais pas été plus surpris ni plus honteux
si je n'avais rien soupçonné de pareil auparavant. Pardon. On m'avait averti et je savais à quoi m'en tenir. Mais je n'aurais pas été plus surpris ni plus honteux si je n'avais rien soupçonné de pareil auparavant. La réalité produit une impression bien différente de ce qu'on apprend et de ce qu'on entend dire. Aurais-je supposé, par exemple, que des chiffons miteux, que de vieilles défroques puissent avoir encore quelque valeur? Néanmoins, je m'en servais pour me tailler une couverture. Il est difficile de se représenter de quel drap on habille les forçats. En apparence, c'est bien du drap de soldat épais et grossier, mais à peine porté, il s'effiloche et se trouve lamentablement. On nous renouvelait notre uniforme tous les ans, et durant ce laps de temps, nous l'entretenions à grand-peine. Le détenu travaille, porte des fardeaux, ses habits s'usent et se déchirent très vite. On ne changeait les peaux de mouton que tous les 3 ans. Cependant, elle devait servir de manteau, de couverture, de matelas. Bien qu'une peau de mouton soit solide, certaines, surtout vers la fin, montraient des pièces de simple toile. Leur temps fini, quoique usées jusqu'à la corde, elles se vendaient encore jusqu'à 40 kopecks. Quelques-unes, les mieux conservées, montaient à 60 et 70 kopecks, somme élevée pour le bagne. L'argent aussi, j'en ai déjà touché un mot, avait une valeur extraordinaire, un pouvoir effrayant. On peut affirmer qu'un détenu pourvu de quelques ressources souffre 10 fois moins que celui qui n'a rien. Quand l'État fournit tout, qu'a-t-on besoin d'argent? C'est ainsi que raisonne notre administration. Quand l'État fournit tout, qu'a-t-on besoin d'argent? C'est ainsi que raisonne notre administration. Cependant, je le répète, si les détenus étaient privés de la faculté de posséder quelque argent, ils perdraient la raison, ou bien ils mourraient comme des mouches, quoique défrayés de tout. Ou bien enfin, ils se laisseraient aller à commettre les pires méfaits, les uns par désespoir, les autres afin d'être plus vite punis et anéantis, par conséquent de changer n'importe comment le cours de leur destin, changer de sort est l'expression technique. Si après avoir gagné quelques sous en science en haut, ou après s'être procuré de l'argent en déployant une ruse exceptionnelle jointe souvent au vol et à la fraude, le détenu se met à dépenser sans raison, avec l'insouciance d'un enfant. Cela ne veut pas dire, bien qu'on puisse le croire au premier abord, ne connaît pas le prix de son gain. Cela ne veut pas dire, bien qu'on puisse le croire au premier abord, qu'il ne connaît pas le prix de son gain. Le détenu a pour l'argent une avidité qui va jusqu'au spasme, jusqu'à l'obscurcissement de sa raison. Si dès qu'il bamboche, il le jette à tort et à travers comme des copeaux sous le rabot, c'est pour posséder quelque chose de plus précieux encore. Or, qu'y a-t-il pour lui de plus précieux que l'argent? La liberté, ou du moins l'illusion de la liberté perdue. Et les forçats sont de grands rêveurs. J'en parlerai plus loin. Mais puisque le mot de rêve est venu sous ma plume, je puis assurer que j'ai vu des condamnés à 20 ans me dire d'un ton parfaitement tranquille des phrases comme celle-ci. Attends un peu, quand j'aurai fini mon temps, si Dieu le veut, alors.
L'idée du mot détenu indique l'homme privé de son libre arbitre. Mais quand cet homme dépense son argent, il fait ce qu'il veut. Malgré les fronts marqués, les fers, la palissade exécrée qui lui dérobe la vue de l'univers et l'enferme à l'écart comme une bête féroce en cage, il peut se procurer, il peut se procurer de l'eau de vie, c'est-à-dire un plaisir pour lequel on encourt une punition sévère. Il peut se procurer une femme facile, et parfois, quoique pas toujours, acheter un des surveillants, l'invalide ou peut-être le sous-officier, qui feront semblant de ne rien voir s'il commet une infraction à la discipline. Il peut même, il adore cela, plastronner devant ses camarades, c'est-à-dire leur persuader, comme ami lui-même, qu'il est libre, qu'il est libre. Il peut même, il adore cela, plastronner devant ses camarades, c'est-à-dire leur persuader, comme à lui-même, qu'il est libre, quoique pour un temps limité. Il a besoin de supposer et de faire supposer que sa liberté et son importance ont une, importée, ont une portée. Il a besoin de supposer et de faire supposer que sa liberté et son importance ont une portée infiniment plus étendue qu'on ne le croirait, qu'il a licence de s'amuser, de tapager, d'offenser les gens, jusqu'à les faire rentrer sous terre, dès qu'il le veut bien. En un mot, le malheureux prétend se convaincre et convaincre autrui de ce qu'il sait impossible. De là vient probablement chez les détenus, même à jeun, se penchant à la vantardise, à la témérité, à une comique, à une naïve exagération de leur personnalité, même si ce n'est pour eux qu'un mirage. Enfin, toutes ces ripailles ont leurs risques, mais elles apportent une illusion de liberté. Et que ne donnerait-on pas pour la liberté? Quel millionnaire, si on l'étranglait avec un nœud coulant, n'abandonnerait pas ses millions pour une gorgée d'air? L'administration s'étonne quelquefois de voir brusquement, après plusieurs années de vie tranquille, un détenu qu'on a même nommé prévôt pour sa bonne conduite, se mettre sans rime ni raison, comme si le diable y poussait, à faire des bêtises, à boire, à tapager, à commettre jusqu'à des crimes capitaux, tels que manque de respect envers les supérieurs, viol, assassinat, etc. On s'en étonne, et cependant, la cause de cette explosion soudaine, qu'on n'aurait jamais attendue d'un tel individu, vient peut-être d'un chagrin rongeant, de la nostalgie, d'une angoisse instinctive, d'un besoin d'affirmer son moi humilié en le laissant déborder aveuglement, toute sa haine, jusqu'au paroxysme, jusqu'à la fureur, jusqu'au spasme de l'épilepsie. Assis ainsi peut-être un homme qui se réveille enfermé vivant dans un cercueil, frappe contre le couvercle et bande ses forces pour l'arracher. Il ne réfléchit pas. Il ne cherche pas à se persuader que tous ses efforts seront inutiles. Il ne réfléchit pas, il ne cherche pas à se persuader que tous ses efforts seront inutiles, car la raison n'a rien à voir ici. Il faut encore considérer que toute manifestation de personnalité est regardée comme un crime de la part d'un forçat. Peu lui apporte donc l'étendue du désastre causé par cette brusque révélation de lui-même. Il faut encore considérer que toute manifestation de personnalité est regardée comme un crime
de la part d'un forçat. Peu lui importe donc l'étendue du désastre causé par cette brusque révélation de lui-même, puisque la débauche est déjà un risque. On peut bien risquer le tout pour le tout, aller jusqu'au bout, jusqu'au meurtre. Il ne s'agit que de s'y mettre et de se monter la tête. Après quoi, plus rien ne fait barrière, plus rien ne vous retient. C'est pourquoi mieux vaudrait ne pas pousser à bout cet homme-là. Ce serait de la tranquillité pour tout le monde. Oui, mais comment s'y prendre?